bien laisser passer les vagues successives de réformes néolibérales, un monde nouveau, quand même, dans lequel chacun va pouvoir être maître de lui, libre de sa personne, capable, à la hauteur de ses moyens, de son capital, et d'avoir ce pouvoir à personne sur le même plan. Tout souvent, au monstre étatique, au moloch, que l'on aura évidemment entre-temps réduit à la plus simple expression, c'est-à-dire réduit à être simplement l'instrument qui garantit le fonctionnement du État, c'est-à-dire qui garantit le marché à travers l'institution de la monnaie, qui garantit le marché à travers l'institution d'un appareil de charge de garantir et ce sera bien tout ce qu'on lui conseillera à ce moment. Cette promesse, c'est de faire de nous des hommes libres. Des hommes libres sous la forme précisément de ces individus affiliés. En quelque sorte, ce que le discours néolibéral nous promet, c'est que au royaume de la société néolibérale, nous serons tous rois, en ce sens que nous serons des individus qui n'auront à répondre à personne sauf à nous-mêmes de ce que nous faisons, et dont la formule générique serait d'être chacun pour soi dans le marché pour tous, à condition que ce marché soit évidemment un marché parfaitement libre, dont la concurrence ne sera pas faussée et ne sera pas faussée par l'existence de règles régulatives dont on aura débarrassé. Une société réduite à une collection d'individus, vus chacun par ses seuls intérêts égoïstes, se liant contractuellement et uniquement contractuellement les uns avec les autres, parce que c'est la seule manière de préserver leur liberté, de manière à faire prospérer leur capital humain. Voilà la grande promesse de la pensée et du discours néolibéral. Et, ma foi, ça marche. Ça marche. Car avoir la manière dont, par millions, les individus se précipitent sur les marchandises, produits et services censés leur garantir cette liberté, j'aurais tendance à penser qu'il y a une emprise réelle de ce discours qui consiste à penser qu'on n'est jamais assez soucieux de son propre capital humain, qu'on n'a jamais assez pris de dispositions de manière à le préserver ou à le faire fructifier, qu'on n'est jamais, par exemple, up-to-date. Et on se met, pourrait-on dire, à jour quotidiennement son logiciel, ses logiciels, pour être prêt à faire face aux autres dans et par le marché. En conclusion, je voudrais souligner évidemment que je suis tout à fait conscient des limites de mon analyse, au sens où il y a bien d'autres éléments de réponse à la question initiale que je n'ai pas pu développer, et vous comprendrez pourquoi, parce que je vais déborder largement le temps qui avait été convenu. Je voudrais quand même en signaler un, parce qu'il me tient à cœur, et je pense qu'il nous tient à cœur, c'est que tout ce désastre n'aurait pas eu lieu si ne s'était pas produit en même temps, mais c'est un élément du désastre, une profonde crise du mouvement ouvrier depuis la fin des années 70. Je voudrais simplement pointer les éléments les plus importants de cette crise. C'est l'effondrement de ce mouvement dans les États où il avait été le plus puissamment installé, en Europe occidentale, en Europe orientale, tout aussi bien, sous d'autres formes. C'est les limites évidentes que ce mouvement rencontre encore aujourd'hui dans les États, les formations sociales vers lesquelles le capital s'est redéployé entre-temps. L'approche plus lointaine
périphérie ou semi-périphérie, pensons par exemple à ce qui se passe aujourd'hui en Chine, et c'est évidemment l'absence totale d'articulation de ce mouvement à un niveau international, et encore le mot est-il inapproprié, à un niveau transnational tel que peut l'être aujourd'hui le capital. De ce point de vue-là, on a 3 ou 4 guerres de retard par rapport à notre ennemi. Ça aussi, ça fait partie du désastre, et ça supposerait des articulations conceptuelles spécifiques dont on rend compte que très partiellement celle que j'ai développée, mais c'est évidemment une autre affaire, un autre propos sur lequel on reviendra éventuellement une autre fois.